bienvenue à cette 16e édition des Dialogues MR21, une édition spéciale puisque nous sommes le 8 juin, Journée mondiale de l'océan, et c'est une initiative lancée à l'occasion du Sommet de la Terre que nous avons voulu relayer et donc qui nous importe en fait à MR21. Donc, ce dialogue est consacré aux solutions que les entreprises ont pu mettre en place pour préserver les océans, en particulier la biodiversité marine. Et pour parler de ce thème, je suis ravie d'accueillir ce soir deux invités, David Laurent et Clément Lavigne. David Laurent, vous êtes responsable du pôle climat et océan à l'association Entreprises pour l'environnement. Bonsoir. Et Clément Lavigne, vous êtes directeur expertise environnement et sociétal et directeur gestion de crise et anti-pollution à la direction générale People and Social Responsibility de Total Energy. Bonsoir à tous. Merci. Merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avions imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Alors, qu'est-ce que le réseau MR21 ? C'est un lieu de réflexion lancé en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons très différents, entreprises, institutions publiques, associations, ONG, mais tous engagés pour développer des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairages d'experts et d'événements comme ce soir. Notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec nos invités, qui sont deux ce soir, exceptionnellement. Puis, dans la deuxième demi-heure, ce sera un temps d'échange avec les participants. Vous pouvez d'ailleurs déjà poser vos questions sur le petit onglet Zoom. Je pense que vous avez l'habitude du fil de discussion. David Laurent, il y a un peu plus d'une semaine, le 27 mai, la commission Océan de l'association OPE publiait les résultats d'un rapport intitulé « La mer, nouvelles frontières pour l'environnement et l'économie ». Avant d'entrer dans le détail de ce rapport, pourriez-vous nous présenter brièvement l'association OPE ? Bien sûr. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation, Sybille. On est très content de pouvoir venir aujourd'hui discuter de ce superbe sujet et parfois compliqué, toujours passionnant qu'est l'océan. Donc, EPE, c'est une association dont les membres sont des grandes entreprises, des grandes entreprises, puisque l'essentiel du CAC 40 est membre d'EPE. Et la raison d'être d'EPE, c'est vous avez utilisé tout à l'heure le terme catalyseur pour présenter MR21, c'est très adapté dans le cadre d'EPE également. Ce qu'on va faire, c'est, avec les membres d'EPE, nous allons alimenter et animer une réflexion collective sur les sujets émergents. Donc, quand on dit émergents, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas encore réglementés, pas encore standardisés, mais dont les entreprises ont déjà perçu la potentielle matérialité et qui ont beaucoup de chance d'arriver, je dirais, dans leur radar, qui sont dans leur radar, mais qui vont arriver, qui vont devenir très matériels dans les années à venir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler en avance de phase collectivement sur ces sujets, se forger des convictions collectives qu'ensuite chacun des membres de PE est à même de s'approprier et d'intégrer dans leur propre stratégie environnement et même stratégie d'entreprise. Voilà ce qu'on fait chez EPE. Donc, ça se fait principalement par des groupes de travail, donc transsectoriels, et qui ensuite peuvent donner lieu à un certain nombre de publications, d'événements, voire d'initiatives collectives, que ce soit sur la biodiversité, le climat, les ressources naturelles, la santé environnementale et bien sûr l'océan. Très bien, merci. Vous avez cité, je crois, deux de vos dernières publications, celle sur la biodiversité. Mais ce soir, celle qui nous intéresse, c'est celle sur la mer, que vous qualifiez de nouvelles frontières. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les objectifs de ce rapport et quelle en est sa genèse ? Effectivement.
sa jeunesse, c'est très intéressant d'en discuter, je pense, avec les personnes qui sont ici, puisqu'elle vient en fait d'un certain nombre de signaux faibles qui nous ont été remontés par les membres de PE. Certains pouvant être des questions posées lors d'assemblées générales, d'autres des sujets identifiés avec des ONG partenaires, d'autres encore des sensibilités révélées par des analyses de matérialité. Donc voilà, il y a tout un faisceau d'indices qui nous ont conduit à lancer cette commission, puisqu'elle n'existait pas, hein, alors que la commission climat, si on la prend chez EPE, elle a été créée avant les années 2000. Voilà, sur le sujet océan, on l'a créée en 2018. Donc voilà, ça matérialise bien que ce sujet émerge dans le débat public, dans le débat international, et qu'il est de plus en plus proche des préoccupations des entreprises. Le second point, c'est que ce sujet, il est arrivé, mais il est très… Les entreprises sont aussi dans une certaine perplexité pour l'aborder, à la fois parce que c'est un sujet qui est diffus, parfois considéré également comme lointain. Beaucoup d'entreprises, en particulier les entreprises qui ne sont pas traditionnellement des secteurs maritimes, vont se considérer comme, voilà, je dirais, non concernées par le sujet. On pourrait dire un peu comme le sujet de la biodiversité il y a 6-7 ans, où pour beaucoup, voilà, c'était si vous ne faisiez pas de l'agriculture, vous n'étiez pas concerné par le sujet de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est un peu ça. On a l'impression que si vous ne faites pas de la pêche ou des activités offshore, vous n'êtes pas concerné par le sujet océan. Ben voilà, c'est un peu ce même constat qu'on a voulu du coup creuser et expliquer à travers cette publication. Du coup, c'est un des enseignements majeurs que vraiment, voilà, effectivement, les problématiques environnementales, qu'elles soient climatiques, bien sûr, mais également de pollution et tous les effets que ça peut avoir sur la biodiversité marine et du coup, des services écosystémiques qui sont fournis à la société tout entière, mais aussi, et, en particulier aux acteurs économiques, sont des sujets qui ne concernent pas uniquement les secteurs maritimes, mais bien évidemment tous les secteurs, je dirais même qu'on pourrait qualifier de terrestres. Oui, vous arrivez déjà aux enseignements de ce rapport, qui était ma prochaine question. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en pas trop de temps, 4-5 minutes, les principaux enseignements de cette publication? Ce qu'on a voulu faire d'abord, c'est expliquer, faire un panorama des enjeux des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, des enjeux économiques, puisque voilà, l'océan se distingue par le fait que ce n'est pas une thématique environnementale à proprement parler, mais se situe au carrefour de nombreuses problématiques, donc que ce soit le climat, la biodiversité, la santé, la gestion des ressources naturelles. Et ceci se fait en conjonction avec un nombre croissant de secteurs économiques. Donc, c'est un paysage assez difficile à décrypter par rapport à d'autres thématiques. Et donc, voilà, il y avait cet enjeu de montrer cela. Également, l'enjeu de montrer que des solutions existent, que ces solutions elles sont à la main des entreprises terrestres, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, et que du coup, ces entreprises peuvent contribuer de manière positive à la résolution des défis de l'océan. Si on regarde sur ces enseignements, sur les contributions que pouvaient apporter les entreprises, on en avait identifié 6 principales, qui sont d'une part tout ce qui va être les actions autour de la connaissance des entreprises. L'océan reste très mal connu aujourd'hui. Et les entreprises, en particulier quand elles mènent des activités offshore, vont collecter, parfois traiter, même partager des données qui peuvent contribuer à alimenter la connaissance scientifique. Et pour gérer ces espaces maritimes, on a besoin de données, parce que pour bien protéger, il faut connaître. Donc, le partage de temps, c'est vraiment un enjeu clé. Le deuxième, il y a le sujet de la collaboration, puisque le fait que les océans en fait, soient une juxtaposition d'espaces maritimes différents, c'est-à-dire on a des eaux territoriales, des zones économiques exclusives, des eaux internationales, où du coup les réglementations vont être, on peut le dire de façon disparate, d'un niveau hétérogène de qualité, d'un niveau encore plus hétérogène de mise en application. Le fait qu'on ait des entreprises qui veulent agir de manière proactive et volontaire sur ces sujets peuvent aider
à surmonter ces barrières à l'application de bonnes pratiques. On avait également identifié le sujet de la concertation. Le fait que l'océan se distingue aussi par cette superposition d'activités au même endroit géographique, que ça soit, si on prend tous les bateaux qui glissent, on a des bateaux de plaisance, on a des bateaux de transport, on a des bateaux militaires, ils peuvent tous se retrouver au même endroit dans les mêmes zones avec la même activité. En plus d'une zone qui va présenter, qui va avoir des ressources naturelles, qui va avoir une fonction biologique. Donc voilà, donc pour gérer toutes ces multiplicités d'usages, toute cette diversité d'usagers de la mer, la concertation permet de réconcilier, en tout cas de concilier les usages. Et ensuite, on avait identifié trois autres sujets. Le point sur le littoral. Le littoral, c'est vraiment l'enjeu la zone géographique qui va concentrer tous les enjeux, à la fois la pollution, à la fois l'urbanisation galopante et l'artificialisation. Donc effectivement, je crois que ce qui a été très intéressant dans la façon dont le rapport a été préparé, c'était qu'une fois qu'on avait compris les grands axes, les grandes orientations et certaines des leçons qu'on commençait à tirer finalement de tout le cycle de la commission, les 3 premières années de la commission, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on met ça en musique? Comment est-ce qu'on arrive à finalement concrétiser et puis faire des exemples par rapport à toutes ces actions-là? Et donc, ce que peut nous inviter à faire, c'était de faire finalement des encadrés sur un certain nombre de nos activités pour concrètement dire quelles sont ces solutions qui sont évoquées que l'industrie pourrait apporter ou que les entreprises pourraient apporter. Et puis, on voit qu'on a, je crois, une trentaine d'encarts différents sur des thématiques, voilà, sur des thématiques différentes qui ont été incluses finalement dans le rapport. David, on a eu un magnifique relais avec Clément Lavigne qui a participé pour Total Energy à ce rapport. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, parce que là, c'est vraiment un exemple, peut-être un exemple, si vous le voulez bien, de ces encarts, justement, dont parlait Clément. Et voilà, un exemple d'une entreprise. Un seul, parce que là, vraiment, déjà, on dépasse. Écoutez, Clément reviendra certainement sur ce total. Dans ce qu'on avait évoqué précédemment, il y en a un que je pense qui est assez emblématique, c'était ceux du secteur financier, en fait, qui est un secteur qui s'est saisi récemment des sujets et en particulier du fait de leur dimension transsectorielle de l'activité. C'est une des rares types d'activités où on a pu voir une gestion, je dirais, centralisée avec des points focaux identifiés qui gèrent à la fois tous les enjeux, les engagements océans. Donc, je pense en particulier à BNP Paribas qui avait mis en place une position publique océan, ce qui est une chose assez inédite, à la fois pour gérer les aspects risques, donc comment est-ce qu'on va encadrer les différents financements des différents secteurs, mais également sur l'aspect comment est-ce qu'on fait plus de positif, donc comment est-ce qu'on va apporter du financement aux secteurs qui sont en transformation. Donc on pense entre autres au shipping où il y a un besoin gigantesque de financement pour assurer le renouvellement de la flotte, mais également pour l'investissement dans des secteurs d'avenir. On pense aux biotech, on pense à la biodiversité et les solutions fondées sur la nature. Donc voilà, donc beaucoup de secteurs où l'innovation peut jouer un grand rôle et où du coup on a besoin de financement et d'accompagnement pour permettre à ces solutions de passer à l'échelle. Et peut-être ce qui est intéressant de distinguer, c'était ce dialogue en fait qu'il y a eu, le fait pour ces entreprises de s'intéresser à ce sujet et d'embarquer toute la chaîne d'acteurs, que ce soit leurs clients, leur écosystème. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se structurer sur ce sujet océan, puisqu'on n'est plus dans des initiatives isolées, mais vraiment dans des structurations de chaînes de valeur. Il y a des écosystèmes qui se mettent à bouger. Et ça, je pense, c'est vraiment annonciateur de choses positives et du fait que c'est pas, je dirais, un coup dans l'eau et que c'est un sujet qui est amené à durer. Merci.
Merci David Laurent. Je vais passer la parole à Clément Lavigne. Clément Lavigne, Total Energy est un groupe multi-énergie qui produit et commercialise des carburants, donc gaz naturel, électricité par carbone, présent dans plus de 130 pays. Objectif, devenir la major de l'énergie responsable. Vous avez contribué, vous l'avez dit vous-même, à ce rapport. Pourquoi Total Energy a décidé d'agir pour contribuer à une gestion plus durable des océans? Alors, la première contribution, ça a été au rapport, ce qui est beaucoup plus modeste. Mais d'une manière générale, effectivement, Total Énergie, et alors il y aura peut-être un Total qui va m'échapper une fois de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, l'un des sujets pour Total, c'est qu'il est clair que l'océan, la biodiversité maritime sont des sujets qui nous touchent et qui nous touchent au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à Total Energy, il faut voir derrière qu'il y a plein d'activités différentes. Il y a à la fois de l'activité d'exploration-production, de production de GNL. On a presque 150 bateaux qui, tous les jours, transitent sur les océans en transportant des cargaisons d'hydrocarbures. On a une activité de fuel maritime, on fait du raffinage, on fait des polymères, donc des plastiques. Et puis aussi, on travaille maintenant et on essaie de se développer dans les énergies nouvelles et notamment l'éolien. Donc ça a beaucoup de sens et en fait, Total est complètement... l'activité Total est très étroitement liée finalement aux océans. Et donc ça avait beaucoup de rentrer dans cette commission, d'arriver à contribuer à la commission d'une part, et puis d'autre part, de s'interroger régulièrement sur et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux océans, quels sont les impacts qu'on peut avoir et quelles sont les contributions qu'on peut avoir par rapport à leur protection ou la protection de la biodiversité. Donc, ça avait beaucoup de sens. C'était assez naturel, finalement. D'accord, merci. Et donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les actions concrètes de Total Energy et peut-être même plus... Alors, d'abord, les actions concrètes, pour nous dire un petit peu ce que vous faites, et plus globalement, vos ambitions et vos engagements pour la biodiversité marine. Oui, bien sûr. Alors, je crois que quand on parle des océans et quand on s'intéresse aux océans, la première des choses, le constat que tout le monde fait, et qui d'ailleurs est très bien repris dans le rapport, c'est bien que les océans aujourd'hui sont menacés par le réchauffement climatique, par l'acidification, par la surpêche. Il y a un certain nombre de menaces sur ces océans et il est clair que Total, comme énergéticien, mais multi-énergie, génère des gaz à effet de serre, soit directement au travers de ses opérations, soit du fait de l'utilisation par les clients de ces produits, c'est ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. Et donc, l'un des premiers axes de Total, ça va déjà être de se transformer et de regarder comment il peut minimiser ou réduire son impact sur le changement climatique. Donc ça, c'est la première façon finalement d'éviter d'impacter les océans et donc l'ensemble de la chaîne de l'impact sur la biodiversité, etc. Ça, c'est le premier point. Alors après, on a un certain nombre d'ambitions par rapport à ça. On veut être net zéro en 2050 sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions qui viennent de nos opérations. Et puis après, sur les scopes 1, 2 et 3, c'est-à-dire aussi les émissions de nos clients pour l'Europe en 2050. Et on cherche à baisser l'intensité carbone sur le reste de nos activités. Premier axe. Le deuxième axe, effectivement, si on s'intéresse plus spécifiquement à la biodiversité, on a pris un certain nombre d'engagements dans le cadre de Act for Nature et on est allé un petit peu au-delà sur certains sujets. Donc, typiquement, ce qu'on a dit, déjà, ce qu'on a défini, c'est qu'il y avait des zones qui étaient ce qu'on appelait des no-go areas, dans lesquelles on ne voulait pas travailler. C'est les zones de banquise arctique, notamment, pour tout ce qui est activité oil. Et puis, c'est aussi les zones du patrimoine mondial de l'UNESCO, dans lesquelles on a dit, ça, on ne travaillera pas dans ces zones-là. Après, on est aujourd'hui présent dans un certain nombre d'autres zones qui sont sensibles, où on pourrait être amené à travailler dans des zones qui sont sensibles, par exemple des zones qui sont classées IUCN. Alors, vous savez qu'on a 1, 2, 3 et 4 qui sont un certain nombre de classifications selon leur sensibilité, 1 étant le plus élevé. Et d'autre part, il y a des zones Ramsar qui sont des zones de protection particulière sur les zones humides. Donc là, ce qu'on a dit, c'est quand on doit travailler dans ces zones-là, la première des choses qu'on fait, c'est un plan d'action biodiversité pour arriver à comprendre comment on intervient dans ces zones-là. Et même pour les nouveaux projets, dans les zones 1 et 2 et Ramsar, on va mettre en place des programmes de gain net. C'est-à-dire qu'après le passage, la biodiversité doit aller mieux qu'avant notre passage.
Alors ça, c'est bien évident qu'on ne va pas se mettre à élever des poissons, qu'on ne va pas se mettre à élever des animaux. Ce qu'on va faire plutôt, c'est comprendre finalement quelle est la dynamique dans ces zones-là et comment on peut protéger la biodiversité en ralentissant l'érosion de la biodiversité ou même en mettant en place des programmes particuliers. Donc ça fait partie typiquement d'actions et de programmes qu'on peut mettre en place par rapport à la biodiversité dans le milieu maritime, mais aussi dans le milieu terrestre. Donc ça, c'est deux des axes. Après, le troisième des axes, qui concerne plutôt la biodiversité terrestre, mais néanmoins, ça concerne le fait qu'on a un certain nombre de sites qui sont classés ISO 14001, qui sont des sites qui sont importants pour l'environnement. En fait, ça, c'est par rapport à nos seuils d'émissions. C'est une grosse raffinerie, c'est un gros site de production d'hydrocarbures, etc. Sur ces zones-là, on s'est engagé aussi à mettre en place des plans d'action biodiversité avant 2025. Ça veut dire que d'ici là, il faut qu'on ait fait l'inventaire faunistique et floristique, qui existe souvent, mais pas toujours, et puis surtout qu'on ait mis en place des plans de management. Et puis après, il y a des actions de promotion et de partage de la biodiversité. David l'a évoqué brièvement, mais bien souvent, quand on fait un projet, on va, au début du projet, faire ce qu'on appelle un baseline environnemental, un état des lieux environnemental et sociétal, mais là, on s'intéresse à l'environnemental, c'est-à-dire quelle est la zone, quels sont les équilibres, quels sont les niveaux de pollution éventuellement existants, quelles sont les sensibilités d'un point de vue biodiversité, etc. Dans ce cadre de ce programme, on collecte beaucoup de données et ce qu'on fait, c'est maintenant verser ces données, notamment dans le GBIF, qui est le Global Biodiversity, je mange toujours le I, Foundation, mais donc en tout cas, c'est un fonds dans lequel on peut déverser finalement les données environnementales. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, au-delà de l'EBS, on va derrière avoir des EIA, des études d'impact pour minimiser. On va suivre la logique du éviter, réduire, compenser. C'est évident qu'on commence par ne pas avoir d'impact. Là où on voit qu'il n'y a pas de solution, on va réduire. Et puis après, donc éviter, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple changer le tracé d'un pipe. On voit qu'il y a un massif de corail, on voit qu'il y a une sensibilité particulière. Au lieu de passer tout droit, on contourne ou alors on implante différemment. Donc, il y a un certain nombre d'actions comme ça. Après, réduire. Et puis, la dernière solution, c'est compenser. Donc, voilà quelques-unes des illustrations de ce qu'on peut faire en termes de biodiversité par rapport à nos opérations. En termes d'actualité, c'est vrai que vous avez participé au comité de pilotage du référentiel de reporting sur l'ODD 14 avec la Fondation de la Mer. Il y a quelques heures, donc aujourd'hui, cette Fondation de la Mer avec le ministère de la Mer lancé Ocean Approve, un label dédié à la préservation des océans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est l'actualité, alors je pense que ça intéresse nos participants et comment vous voyez l'arrivée d'un tel label? Alors, je crois que ce qui est très intéressant dans le label, c'est le fait qu'il aspire à capturer d'une manière holistique l'ensemble des impacts des entreprises sur les océans. En même temps, l'un des enjeux, on s'est intéressé à ce label pour l'instant, on n'est pas rentré dans le label, l'un des enjeux, c'est d'arriver à équilibrer l'effort de collecte avec la matérialité des enjeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre des critères dans le label qu'on collecte déjà depuis de très nombreuses années et qu'on pourrait très facilement reporter. En général, d'ailleurs, on les reporte aussi puisqu'on est suivi par un certain nombre d'agences de notation, Dodge for Good, etc., FTSE for Good, Dodge Index, etc. Et en fait, dans un certain nombre de cas, on souffre de la juxtaposition de tous ces index et après du fait que certains éléments ne sont pas matériels pour nous. C'est-à-dire que, bien évidemment, on s'intéresse au changement climatique, on s'intéresse aux substances qui sont rejetées dans l'eau, on s'intéresse à un certain nombre d'autres indicateurs qui sont suivis dans le cadre du référentiel pour de la fondation, mais il y en a d'autres qu'aujourd'hui on ne suit pas. Et donc, je crois que c'est très important d'arriver à construire cette image et en même temps, il faut faire attention à la façon dont on l'interprète, d'autant que ce que j'en ai compris, c'est que
en réalité, il y allait avoir un focus ou une sorte de labellisation qui était plutôt sur une activité plutôt que sur une autre. Et donc, oui, c'est ce que j'ai lu. que les activités qui sont labellisées, ce sont celles qui sont matérielles pour l'entreprise. Parce que ça peut être très facile de labelliser, je ne sais pas quoi, moi, nos éoliennes, mais ce n'est pas ça qui est véritablement matériel pour Total. Et donc après, il faut voir comment ce label a tout son sens. Mais ça a été très intéressant de participer à l'élaboration du label derrière. Et on va être très, très intéressé de suivre comment effectivement il est compris et utilisé par l'ensemble des parties prenantes. C'est vrai que vous êtes très actif en termes de participation à ce genre d'initiative ou à d'autres comme Act for Nature, ou même, je pense que vous participez à des sommets au niveau international, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet engagement au niveau international ou dans des collectifs de Total pour préserver la biodiversité marine? Oui. Alors, si je devais prendre un autre exemple, on participe par exemple à une initiative qui est multi-industrie et multi-secteur, qui s'appelle l'Alliance to End Plastic Waste. J'ai évoqué en début de réunion le fait qu'on était aussi fabricant de polymères. Et on s'est rendu compte que la question des plastiques dans les océans était une question fondamentale, mais que la solution qui était préconisée par certains d'aller ramasser les plastiques dans les océans, finalement, n'était pas une solution qui était suffisamment durable et qui était suffisamment efficace. Et donc, en fait, quand on a contribué, alors il y a à peu près 80 entreprises maintenant qui font partie de l'Alliance to End Plastic Waste, et c'est des compagnies qui ont plein de profils très différents. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants de polymères, il y a BASF, Covestro, Dow, ExxonMobil, il y a des utilisateurs de plastique, PepsiCo, Procter & Gamble, il y a des recycleurs de plastique ou des acteurs de la chaîne des déchets, Veolia, Suez, etc. Et toutes ces entreprises-là, elles ont finalement décidé de mettre à disposition, elles ont prévu de dépenser 1,5 milliard pour travailler à réduire les déchets plastiques. Et bien évidemment, ce qu'il faut, c'est tarir les déchets à la source et non pas, comme je disais, aller les chercher dans les océans. Et donc, par rapport à ce sujet-là, finalement, l'Alliance, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il faut travailler sur les infrastructures de collecte des plastiques. Il faut travailler aussi sur l'innovation, c'est-à-dire est-ce que le plastique, on peut le recycler? Quelles sont les barrières au recyclage? Et comment est-ce que ce recyclage, il a du sens en termes d'analyse de cycle de vie? Parce que il ne faut pas faire des choses qui vont générer des plastiques qui seront inutilisables parce que beaucoup plus cher, etc. Il y a le troisième sujet qui est l'éducation, parce qu'on sait aussi que c'est au travers de la sensibilisation qu'on peut progresser, que tout le monde peut progresser. Et le dernier sujet, c'est le nettoyage. Mais vous voyez bien que le nettoyage arrive en dernier, même si c'est une des composantes. Et donc, ces associations, ces alliances, on a le sentiment que c'est une façon de tous tirer dans le même sens et de tous essayer de progresser. Et donc, juste pour prendre un exemple sur l'Alliance to End Plastic Waste, il y a un programme en ce moment qui est en train d'être déployé dans le Gange qui va s'intéresser justement avec les autorités locales, les autorités régionales, des agences gouvernementales, le secteur privé et puis les sociétés civiles à essayer tous ensemble de construire un projet. Alors, l'Alliance a plutôt vocation à construire des pilotes, à essayer d'identifier les règles du succès et après de favoriser finalement une réplication et une multiplication de ce genre d'initiatives. Ça, je crois que c'est une bonne façon aussi, plutôt que de vouloir se positionner en chevalier blanc qui va résoudre tous les problèmes du monde, de plutôt essayer ensemble de trouver une façon de progresser, d'améliorer des sujets qui bien évidemment nous concernent. Parce qu'en fait, il faut bien voir que quand on parle de Total Énergie, c'est pas seulement l'entreprise. En réalité, c'est les 100 000 collaborateurs qu'il y a dedans. Et les collaborateurs de Total, ils sont comme tous les autres. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des enfants qui leur disent « Papa, maman, comment ça se fait et comment est-ce que tu fais pour améliorer la situation ?» Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Enfin, c'est pareil dans toutes les entreprises. L'entreprise bouge grâce à l'extérieur, mais aussi grâce à l'interne. Très bien, je vous remercie. Avant de lancer les questions, et je vous invite à poser donc toutes vos questions sur le chat. J'ai une question, puisque vous avez tous les deux, vous connaissez bien le rapport, et un des éléments qui a été soulevé par le rapport, c'est pallier
l'absence d'une gouvernance durable, d'une gouvernance globale, pardon, des océans. Et je voulais vous demander à Clément et à David un élément pour vous qui permettrait de pallier à l'absence d'une gouvernance globale des océans. Puis après, on passe aux questions des participants. Donc, merci de les poser dans le chat. Mais je vais commencer ou tu veux? Oui, merci. Et David. Oui, je pourrais compléter là-dessus. OK. Alors moi, j'ai eu la chance de, encore une fois, participer à une initiative transverse dans le cadre du UN Global Compact. Le UN Global Compact a construit des Sustainable Ocean Business Principles, donc des principes pour le business durable dans les océans, qui a visé finalement à essayer d'écrire une règle du jeu, qui serait une règle du jeu volontaire, à adopter par les entreprises pour justement travailler d'une manière durable dans les océans. Et donc, c'est un format A4. Et aujourd'hui, ce format A4, il est ensuite décliné en un certain nombre de guides sectoriels. Comment est-ce que ces principes s'appliquent à l'oil and gas? Comment ils s'appliquent aux renouvelables? Comment ils s'appliquent à la pêche? Comment ils s'appliquent au shipping? Comment ils s'appliquent à l'aquaculture, etc. Et je trouve que c'est une bonne façon, finalement, et on le voit bien, hein, c'est une bonne façon d'arriver à construire de la soft law, d'arriver à construire finalement un cadre qui, sans être réglementaire, parce que changer les règles au niveau global, c'est très, très lourd, qui, donc sans être réglementaire, peut commencer à construire finalement un environnement qui est plus cadré et puis surtout qui définit d'une manière un peu plus claire ce que peuvent être les bonnes pratiques et comment les entreprises peuvent se rapprocher de ces bonnes pratiques. Très bien. Merci. David Laurent, votre point saillant? Quand on a fait ce panorama des initiatives, moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est ce qu'on appelle les principes de Poséidon. En plus, pour le coup, on peut faire cocorico puisque ça a été porté par un certain nombre d'entreprises françaises. Et ces principes, ils m'ont impressionné en fait par leur simplicité. Ça ne veut pas dire que ça a été facile à faire, au contraire, mais ils sont très simples dans leur application. C'est des grandes banques, donc des financeurs, ceux qui financent le transport maritime, qui sont fixés des objectifs de décarbonation de leur portefeuille associé au transport maritime. Ils ont défini entre eux des trajectoires compatibles avec l'accord de Paris. Donc, c'est ça, avec un travail de titan en termes de données, en fonction des caractéristiques techniques des bateaux, etc. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Et ensuite, chaque année, donc ils ont publié le premier rapport annuel un peu plus tôt, là. Chacun des acteurs financiers qui est dans cette initiative publie du coup cette trajectoire consolidée pour leur portefeuille. Voilà à quoi ça ressemble. Et ils mettent, aujourd'hui, on est là. Donc, le point, il est rouge s'ils sont en dessous. Il est vert s'ils ont fait mieux. Et ils expliquent à côté pourquoi et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà. Et ça, ça adresse un sujet qui est extraterritorial parce que le transport maritime, c'est comme le transport aérien qui est en dehors de l'accord de Paris. C'est pas soumis aux inventaires nationaux, c'est pas soumis aux États. On a des problèmes de concurrence internationale parce que dès qu'on veut être contraignant là-dessus, tout de suite, on a de la perte de compétitivité. Donc, il y a de la concurrence qui n'est pas forcément positive entre les États. Et là, du coup, on a la finance avec son levier qui se mettent ensemble et qui permettent du coup de faire basculer un secteur. Et ça, je trouve que c'est à la fois simple, ambitieux et très tangible. Très bien, merci. Merci. Alors, on a une question de Ralph de Sevaux. Comment parvient-on dans un groupe aussi vaste que Total Energy à déployer vos principes jusqu'à l'équipe d'opérateurs sur une plateforme offshore et les sensibiliser avec une vigilance supplémentaire considérée comme une contrainte? Voilà, une question qui s'adresse à Clément Lavigne. Alors Challenge. Ce qui est clair, c'est que il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il faut essayer de bien concevoir les installations. C'est-à-dire que si on compte juste sur les opérateurs pour
pour protéger l'environnement, finalement, ils ont un certain nombre de leviers. Mais par rapport au design des installations, à leur performance environnementale, il est clair qu'on ne peut pas juste compter sur les gens qui sont tout au bout. Donc il faut véritablement que ce soit l'ensemble de la chaîne et l'ensemble de l'unité qui soit conçu de manière à avoir des performances environnementales qui sont satisfaisantes. Et pour avoir des performances environnementales qui sont satisfaisantes, il faut déjà se fixer des objectifs, communiquer sur ces objectifs. C'est un peu ce qu'on fait là quand je vous parlais du CO2, mais on en a sur le taux d'hydrocarbures dans l'eau, on en a sur le recyclage des déchets, on en a sur les teneurs en dioxyde de soufre de nos fumées, etc. etc. Et donc, en fait, finalement, on commence par mesurer. Et puis, une fois qu'on mesure, on voit où on est, on voit où on veut aller, et puis après, on descend site par site, on dit, bon, ce site-là, comment il se compare par rapport à des sites comparables? Il est meilleur, entre guillemets, on lui fiche la paix s'il est dans les meilleurs niveaux. S'il n'est pas dans les bons niveaux, et on commence à s'intéresser. On dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a des investissements à faire? Est-ce que c'est des problèmes d'infrastructure, enfin, ou d'équipement, ou est-ce que c'est des problèmes d'opération? Parce que dans certains cas, c'est juste qu'effectivement, les traitements des eaux ne sont pas suivis suffisamment, ou ne sont pas nettoyer suffisamment fréquemment, etc. etc. Donc, il n'y a pas de mystère. C'est vraiment en se fixant une feuille de route, en se fixant des objectifs, et après en descendant à un niveau suffisamment fin de détail pour arriver à améliorer la performance de tel ou tel site, ou tel ou tel élément. Donc ça fait partie vraiment des façons de faire. Il n'y a pas de miracle. Hein. Et puis après, on voit bien, si on voit que c'est des problèmes techniques, c'est aussi dans les plans long terme, intégrer des budgets, accompagner les projets, etc. etc. Voilà une des façons de faire qui marche bien. Mais après, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que les gens ne font pas mal pour le plaisir de faire mal. Aucun opérateur n'a vraiment intérêt à aller ouvrir un robinet et aller faire couler des hydrocarbures ou des eaux polluées dans l'eau. Donc s'il y a des pratiques qui ne sont pas adéquates, il faut arriver à comprendre derrière. Et très souvent, c'est parce que soit les infrastructures ne sont pas en place, soit les équipements de mesure ou les mesures ne sont pas assez fréquentes, etc. Et c'est toutes ces choses-là qu'on fait pour arriver à travailler au quotidien et essayer d'améliorer les choses. Donc, il y a une question, je pense qu'un participant a été attiré par la notion de gain net de biodiversité. Hein, vous en avez parlé tout à l'heure sur les projets, je crois, dans les zones Ramsar, classées IUCN 1 ou 2. Donc, comment on peut arriver à un gain net de biodiversité donc, cette notion, vous la mettez en place au moment du projet, hein, c'est ce que vous avez dit. Comment concrètement ça se passe, en fait, pour améliorer son impact biodiversité dans un projet? Ce gain net qu'on a décrit dans notre ambition, il sera vérifié par des organismes extérieurs, par des IUCN, par The Biodiversity Consultant, etc. etc. C'est-à-dire que ce n'est pas juste nous qui allons dire « Youpi, on a fait mieux ». On a vraiment la volonté d'avoir un œil extérieur qui vient regarder où en était la biodiversité, quelles étaient les tendances et comment on est maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de zones dans lesquelles il y a de la compétition entre l'agriculture et puis des zones naturelles, des zones de forêt, des zones qui sont plus ou moins protégées. Il y a des enjeux de déforestation, il y a des enjeux de braconnage, il y a des enjeux d'espèces invasives, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on améliore ça? On fait de la sensibilisation, on fait de l'intégration finalement du projet avec une composante socio-économique qui va éviter que les gens continuent à aller chercher de la viande de brousse, qui va éviter qu'ils continuent à couper des arbres en mettant en place de l'agroforesterie ou d'autres techniques pour arriver à préserver la forêt. Voilà, donc ce n'est pas des choses qui sont magiques là aussi, c'est juste arriver à comprendre quelle est la tendance, comment évolue la situation, quelles sont aujourd'hui les pressions sur la biodiversité. C'est bien souvent les habitats qui sont détruits, hein. C'est ça qui est souvent la première conséquence de la perte de biodiversité. Et puis derrière, on regarde ce qu'on peut mettre en place comme programme pour justement préserver les habitats.
c'est une des illustrations. Et encore une fois, comme je dis, on aura des extérieurs qui viendront vérifier, qui viendront confirmer que ça marche, ce qu'on fait. C'est une ambition qui est assez récente. Elle a 1 an à peu près. Enfin, l'ambition a été publiée en septembre 2020. Mais ça veut bien évidemment pas dire qu'on ne fait pas des plans d'action de biodiversité dans un certain nombre de sites. Mais cette ambition, à proprement parler, elle est assez récente. C'est septembre. Très bien. Clément, ma compréhension de la question de la personne, c'était effectivement, c'est comment on dit qu'on peut faire mieux que ce qui était avant. Est-ce qu'un des éléments, ça serait que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'endroits où finalement la biodiversité est dégradée, en particulier du fait d'activités humaines antérieures. Et est-ce que justement, en fait, en ayant un périmètre d'action assez large dans vos zones d'opération, on peut contribuer du coup à régénérer. En fait, c'est ça quand on dit on va faire mieux, c'est qu'on va contribuer à régénérer, à remettre dans un niveau sain un environnement. Oui, tout à fait, avec malgré tout toute la difficulté. Enfin, on est bien conscient que c'est quelque chose, que c'est un très gros enjeu, mais c'est sûr qu'il y a finalement assez peu de zones qui sont enfin, on sait bien qu'il y a une dégradation générale de la biodiversité un peu partout dans le monde. Et donc, si déjà on arrive à arrêter la dégradation, à stabiliser ou même dans certains cas à favoriser la protection d'un certain nombre d'espèces, la protection d'un certain nombre d'écosystèmes, ça va aller mieux que si on n'était pas venu. Maintenant, on parle de 3 ou 4 sites dans le monde aujourd'hui. On ne parle pas non plus de centaines de sites. Parce que cet engagement au gain net, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est sur les zones qui sont particulièrement sensibles. Il n'est pas global sur l'ensemble des activités totales. Comme j'ai dit, Alors, après, ce qu'on espère, c'est bien que dans tous les sites qui sont importants pour l'environnement, comme je l'ai dit, on fait des plans d'action biodiversité et on sait bien ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on commence à mesurer, on commence à comprendre comment on impacte et en général, on va mettre en place des mesures pour éviter justement d'avoir ces impacts ou de générer cette dégradation. Merci d'avoir été précis et merci des compléments de David Laurent. Donc, une autre question donc, il y a des négociations qui sont en cours à l'ONU portant sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale, les négociations BBNJ, qui posent le problème d'une répartition de la valeur et d'exploitation des richesses de la haute mer. Contribuez-vous à régler ce problème? C'est pour peut-être. Comme vous voulez, ce n'est pas noté. Alors, je fais une première mise en intro parce que je pense que cette question, il faut la contextualiser pour tout le monde. Donc, BBNJ, c'est pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction, en fait. Donc, c'est le sujet des eaux extraterritoriales, ou ce qu'on appelle la haute mer. Donc, aujourd'hui, on a une gouvernance de la mer qui est gérée par la Convention de Montego Bay, donc qui maintenant a quelques dizaines d'années, mais il y a un certain nombre de trous dans cette réglementation, en particulier la question de la colonne d'eau. Sur les ressources, aujourd'hui, on peut constater qu'on a en fait une gestion qu'on peut considérer comme pas équitable. Quand on regarde sur les poissons, aujourd'hui, c'est 71% des captures sont faites par 10 pays développés. Et de la même façon, 98% des brevets sur les ressources génétiques marines, c'est une dizaine de pays aussi qui déposent ces brevets. Donc, on voit bien qu'on a un enjeu d'équité entre les pays développés et les pays en développement, entre les pays qui ont accès à la haute mer, les pays côtiers qui n'ont pas accès à la mer mais qui vont être dépendants, par exemple, de la bonne santé des écosystèmes, des populations halieutiques côtières pour nourrir la population. Donc voilà, donc ça pose ces questions-là. Donc d'une part, en fait, comment est-ce qu'on gère ces stocks, je dirais, internationaux. Donc c'est ce qu'on appelle les patrimoines communs de l'humanité. Et ensuite, une fois qu'on les exploite, comment est-ce que quelles redevances, effectivement, on pourrait mettre en place sur l'utilisation de ces ressources.
Donc, ça pose des questions très, très larges, très, très compliquées, donc, qui sont négociées aujourd'hui à l'ONU. Et on attend du coup, donc le traité devait être conclu l'année dernière. Il a encore été reporté cette année. Donc, on attend en 2022 la finalisation de ce traité BBNJ. Voilà pour le contexte. Pour la question, comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer à ce partage, à cette équité? Sujet compliqué, parce que là, on est vraiment dans des textes internationaux de réglementation. Voilà pour moi, comment je pouvais contextualiser cela. Clément, si tu as des éléments en plus à compléter. Oui, alors je pense que la pêche est un peu particulière puisque la pêche, elle est bien souvent gérée par des organisations régionales de gestion des pêches, hein. Il y a un certain nombre de ces organisations qui sont implantées un peu partout dans le monde. Et donc, dans le cadre de BBNJ, ça va être aussi après la question de la richesse en termes de biodiversité, enfin de génétique, pardon. Euh, puis, je crois qu'aujourd'hui, BBNJ travaille beaucoup et je pense que c'est important parce que ça va être une partie, en tout cas, de la mesure, sinon du partage, travaille beaucoup sur la dimension des études d'impact, sur finalement comment est-ce qu'on comprend quel va être l'impact d'une nouvelle activité et comment est-ce qu'on va mesurer éventuellement une richesse qui est générée ou une ressource qui est détruite par des nouvelles activités. Il y a après tout un travail spécifique sur les fonds marins, sur les nodules polymétalliques, etc. Alors, ce n'est pas quelque chose que Total regarde, mais il y a bien l'AIFM, hein, l'Agence internationale des fonds marins, qui est aussi un organisme des Nations Unies, qui gère l'exploitation des ressources minières dans les grands fonds. Et cette exploitation, elle se fait avec des licences, et les licences sont attribuées à des États avec une compagnie associée. Et cette exploitation-là, elle s'intéresse là aussi aux impacts d'une part, et puis aussi aux modalités de partage des richesses derrière. Mais c'est un... Enfin, donc non, pour répondre brutalement, non, nous ne contribuons pas spécifiquement à régler le problème. Par contre, il y a un certain nombre de bonnes pratiques sur les études d'impact, sur l'analyse, sur les états, les baselines environnementales, etc., qui peuvent exister dans l'industrie pétrolière, mais qui peuvent exister dans d'autres industries offshore aussi, qui peuvent être des exemples de comment on fait un état des lieux et comment on peut imaginer ce que pourraient être les impacts. Et donc ça, c'est des choses qu'on partage, mais enfin, ce n'est pas directement lié à la question. Oui. Une question justement sur comment mesurez-vous le succès de cet engagement, donc de vos engagements, des engagements que vous avez cités tout à l'heure, dans une entreprise comme Total, qui rejoint une autre question un peu plus bas. Pour Total Energy, comment mesurez-vous l'impact de vos actions? Je crois qu'on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces mesures de succès de vos engagements, mesures d'impact, etc. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première des choses, et ce n'est pas véritablement spécifiquement lié à l'environnement marin, mais la première des choses, c'est on voit bien que nos performances environnementales s'améliorent, c'est-à-dire que nos émissions, les flux ou les concentrations de nos rejets atmosphériques ou aqueux baissent. Donc, ça veut dire déjà, d'une certaine manière, que notre performance s'améliore. Alors, bien évidemment, on travaille dans des cadres réglementaires, donc on respecte la réglementation, et là où il n'y en a pas, on prend des cadres type mer du Nord, de manière à avoir des standards finalement qui sont des standards internationaux. On voit que ces standards, ils se sévérisent et que progressivement, les choses s'améliorent. La deuxième composante, c'est bien évidemment les accidents. C'est-à-dire que la pollution accidentelle, c'est quelque chose, on l'a vu, qui d'une part peut coûter très cher et qui d'autre part est très compliqué à réparer. Et donc il y a un focus majeur sur la prévention. La prévention, alors à la fois des accidents, là, mais aussi sur la prévention des événements accidentels, des pertes de confinement, etc. Donc,
Donc, pareil, hein, on dit on n'a pas le droit à plus de temps de perte de confinement, de temps de tel tonnage. Et puis, chaque fois qu'il y a quelque chose, on fait une analyse, on fait une enquête, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On regarde des événements à haut potentiel, c'est-à-dire il ne s'est rien passé, mais avec des circonstances un peu différentes, ça serait aller mieux. Et donc, on a un certain nombre de courbes, on a un certain nombre d'actions de suivi qui nous permettent de voir. Encore une fois, on est des ingénieurs, hein, donc on mesure. On se fixe des objectifs, on mesure et on regarde si on tient les mesures. Et puis, on voit aussi si finalement, on avance suffisamment vite. C'est-à-dire que ce à quoi on va s'intéresser, c'est des référentiels internationaux. C'est par exemple la Société financière internationale, l'IFC, qui est l'organe qui finance les projets privés, l'organe de la Banque mondiale qui finance les projets privés, a mis en place ce qu'ils appellent des performance standards. On s'assure aussi que plutôt que de dire c'est les règles totales qui sont les bonnes, on va s'appuyer sur des référentiels qui sont plus internationaux. Et donc ça fait partie qui permettent de voir si on progresse. Et puis, on sait bien que de toute façon, si on ne travaille pas correctement, eh ben, la société civile nous rattrape et nous empêche de continuer à travailler. Donc, de toutes les façons, on n'a pas le choix. Est-ce que le passage de Total à Total Energy, c'est une question de Marine Champon, est-ce que de nouveaux projets ont vocation à être développés sur la biodiversité avec ce passage Total Energy? Alors, je crois que le passage de Total à Total Energy, c'est bien sûr plus que le nom. C'est-à-dire que c'est le reflet d'une transformation du groupe. On sait que ce sera relativement facile de réaffecter les capitaux. Par contre, on a aussi 100 000 personnes qui travaillent chez Total. Il va aussi falloir changer ou accompagner ces 100 000 personnes pour qu'elles aient un nouveau métier, qu'elles aient un métier qui ait du sens, qui soit aligné avec leurs aspirations, les aspirations de leur famille, etc. Et donc, il est clair qu'il va y avoir, déjà, il va y avoir une transformation du mix énergétique de Total. Enfin, en 2019, on avait 55% de produits pétroliers. On en aura 35%, on pense, en 2030, et on aura moins de 20% en 2050. Donc, ça veut dire qu'on sort du pétrole. Ça veut aussi dire que l'électricité, qui aujourd'hui représente 5%, devrait représenter 40% en 2050. Et puis, entre les deux, on a un truc qu'on appelle une énergie de transition, qui est le gaz, dont la proportion va augmenter aussi progressivement au cours du temps. Et donc, tout ça va avoir des impacts sur les émissions atmosphériques. Et on sait, et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les émissions atmosphériques ont des impacts sur les écosystèmes. Et donc, ça va générer des progrès en termes d'impact sur la biodiversité. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des programmes ou des projets spécifiques sur la biodiversité? Alors, il y a des choses qui sont anecdotiques, mais typiquement, là, on est en train de s'associer à Jean-Louis Etienne pour le PolarPod. Ce sera une façon de collecter de la donnée environnementale. C'est anecdotique. Mais ça reflète quand même un petit peu, si on veut porter ce genre d'étendard, ça reflète aussi le changement d'entreprise. Et puis après, d'autres activités spécifiques. Je pense qu'en fait, il faut aussi se donner le temps de faire les choses. C'est-à-dire qu'on a fixé en septembre 2020 une ambition. On a dit tous les sites auront un plan d'action de biodiversité. Ça fait partie des choses qui vont nous permettre de progresser dans la façon dont on interagit finalement avec la biodiversité, dont on impacte la biodiversité ou dont on peut avoir ou pour lesquels on peut avoir un bénéfice en termes de biodiversité. Très bien. Alors, une toute dernière question, mais je vais vous demander d'y répondre très rapidement pour qu'on respecte notre temps. Deuxième pays du monde en termes de surface maritime, juste derrière les États-Unis, la France a un rôle essentiel à jouer. Est-ce que des actions sont prévues au niveau national ou européen, notamment dans le cadre de la présidence française de l'UE à venir en 2022? Je pense que c'est une question qui s'adresse à tous les deux, mais il va falloir y répondre très, très brièvement. Une question de Audrey de Garidel. Merci. Alors, en deux mots, on a un ministère de la mer, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc la France affiche une ambition maritime. Et le deuxième mot à avoir en tête, une grande initiative qui est en cours qui s'appelle le Fontenoy du maritime, qui vise justement à développer les activités maritimes en France. Donc voilà, il y a des choses en cours au niveau national.
Merci Clément Lavigne. Et pour ma part, la présidence de la République porte la notion d'océan bien commun, qui est une notion qui a été popularisée par un certain nombre de scientifiques. Ça, c'est une façon de donner de la visibilité aux océans. Et puis après, je pense au programme Starfish 2030, qui est aussi un programme de sensibilisation des océans. Et je pense que c'est une autre façon finalement de porter, de protéger, de promouvoir les océans. Merci de la brièveté de la réponse. J'en arrive à la conclusion et d'abord, je vous remercie, David Laurent et Clément Lavigne, d'avoir participé ce soir à notre dialogue. Je pense que vous avez apporté des éléments très éclairants sur la façon dont les entreprises se mobilisent aujourd'hui pour la préservation de la biodiversité marine. Et ces éléments sont d'autant plus importants. On sait à quel point l'ODD 14 est très peu aujourd'hui intégré dans la politique environnementale des entreprises. Donc, j'espère que pour nos participants, ça leur donnera des idées. Et ça nous permettra, en France, en tout cas, de mieux prendre en compte cette biodiversité marine. Je conseille à nos participants, bien sûr, la lecture du rapport OPE. Vous pouvez facilement le trouver sur le site de l'association et je crois que David Laurent a déjà envoyé le lien sur le fil de conversation. Et puis, il y a beaucoup d'événements importants qui vont arriver lors du deuxième semestre. Et ça commence en septembre à Marseille, puisque donc, il y aura le Congrès mondial de la nature organisé par l'IUCN, un format un peu hybride en présentiel et en distanciel, mais avec plus de 50 sessions, ils l'ont annoncé aujourd'hui, axées sur la préservation des océans, ce qu'ils appellent la restauration de la santé des océans. Donc, beaucoup de choses à suivre et à regarder un petit peu quelles sont les évolutions et quels sont les engagements qui vont être pris justement lors de ce congrès, qui prépare aussi bien sûr la COP 15 en Chine à Kunming en octobre, si je ne me trompe pas. La date a été tellement reportée, mais je pense que c'est en octobre à Kunming. Et puis bien sûr, donc la COP 26 qui aura lieu en novembre. Donc, je ne me rappelle plus le lieu, mais je crois Glasgow. Glasgow, voilà. Merci. Merci. Donc, une actualité bien chargée avec, j'espère, beaucoup d'engagement pour la préservation de la biodiversité. Beaucoup de choses à suivre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.